Avant de plonger dans l'épisode, on veut prendre une trentaine de secondes pour vous dire merci. Merci d'être là, d'écouter, de commenter, nous challenger, faire vivre Intersection depuis maintenant plus d'1 an et demi. On arrive à la fin de l'année et honnêtement, on a l'impression d'être à un point de bascule. L'IA, les plateformes numériques, la concentration du pouvoir technologique, tout s'accélère. Ce qu'on croyait de la science-fiction il y a 2 ans est en production aujourd'hui. Donc, on est vraiment content de pouvoir décortiquer cette techno-là avec vous. On se retrouve en 2026, toujours motivé, prêt à continuer d'analyser le futur qui se passe à vitesse grand V. Alors, merci d'être là. Et maintenant, place à ce dernier épisode de l'année. Cette semaine, on a eu le privilège d'échanger avec Stéphane Hamel, professeur à l'Université Laval. Il est aussi expert en marketing numérique, en données, en vie privée. C'est un observateur très lucide des impacts réels de l'intelligence artificielle sur nos pratiques. Au cœur de la discussion, on a jasé notamment de la valeur réelle des données, pourquoi c'est largement sous-estimé cette valeur-là. On a parlé de la vie privée comme enjeu éthique, pas seulement légal. Aussi les limites des bannières de consentement et de la conformité de façade. Comme Stéphane est aussi enseignant, on a jasé de la place de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Est-ce qu'on devrait plus interdire ou apprendre à mieux s'en servir? Donc voilà plein de sujets vraiment super pertinents qui notamment nous permettent de bien comprendre ce qui s'est passé en 2025, mais aussi ce qui va s'en venir en 2026. Donc on vous souhaite une très bonne écoute sur cet épisode. À bientôt. Podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Bon matin messieurs, bon matin Jonathan. Bon matin. Yes, bon matin Stéphane. Bon matin à vous. Stéphane Hamel qui est avec nous ce matin. En fait, on se prépare ce matin à un épisode de, je pense, 23 du podcast Intersection où on joint la technologie, l'impact sur la société. Puis avec Joe, ben là, on a décidé d'aller chercher Stéphane. Premièrement, Joe, comment vas-tu? Joe, premier? Je vais bien, à part qu'il fait un peu froid. Je reviens d'aller porter ma fille à l'école, puis je peux te dire que c'est vraiment parce qu'elle dit « Ah, papa, ce matin, tu viens-tu jusqu'avec moi, jusqu'à chez mon ami qui est à mi-parcours? » Finalement, j'ai fait « Bah, OK, il fait tellement froid, je vais y aller jusqu'à l'école avec toi, mais je t'avouerai que j'avais hâte de revenir à la maison. » T'avais hâte que tu sois rendu à l'école, ouais, c'est Ouais, ça. un petit peu. Un peu plus que ce matin. Hey Stéphane, bienvenue sur le pod. Bienvenue avec nous. Ben, merci pour l'invitation. Écoute, ça fait plaisir. Écoute, moi, je commencerais peut-être parce qu'on a quelques sujets en tête, moi puis Joe, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Stéphane Hamel, qui es-tu? D'où viens-tu? Que manges-tu en hiver, Stéphane? Je vais faire, qu'est-ce que tu vas faire en hiver? Ouais, c'est une bonne. Je vais faire un petit survol rapide. Mon background à l'origine était beaucoup plus technique, là, avec un deck en informatique. Puis, dès le début de ma carrière, j'ai commencé à travailler avec du data, évidemment, en informatique. On a toujours du data, mais le point commun de ma carrière, ça a tout le temps été de comprendre comment on pouvait exploiter des données pour finalement mieux comprendre des processus d'affaires puis les optimiser. Tu sais, si je mets ça très simplement. En cours de route, bon, j'ai travaillé à plein d'endroits différents, Boursa Montréal, Desjardins, Bombardier Récréatif. J'ai été du côté consultation, une firme de consultants américaine. Fait que là, j'ai touché à des projets. À un moment donné, dès le début de ma carrière aussi, je suis tombé dans le web. Même une petite anecdote, mon stage en informatique, tout le monde s'en allait faire on recule à 1987 à peu près, là. Tout le monde s'en allait faire du COBOL puis du Fortran dans une compagnie d'assurance puis dans les banques. Il y avait un petit projet obscur de l'Université de Montréal, de la recherche opérationnelle en santé. Je le savais pas, je trouvais ça cool, mais je le savais pas, il y avait accès à Internet en 1987. Le web. Mais à cette époque-là, tu avais déjà le chat, le IRC, c'était le chat. Il y avait FTP pour les transferts de fichiers. Il y avait des newsgroups. Il y avait l'ensemble du web qui était Gopher. Et puis, il y avait un sentiment de collaboration qui était vraiment très, très fort aussi. Puis déjà, à cette époque-là aussi, étant donné que c'était des données de santé, ben, on avait des règles au niveau de la vie privée aussi, avec les données de patients qu'on utilisait. Fait que, je continue mon chemin, je fais de la consultation, des gros projets de données. Je travaille sur le web, évidemment, une grosse partie de ma carrière. Puis à un moment donné, bon, je savais pas trop quoi faire. J'étais allé faire un MBA en affaires électroniques à l'Université Laval.
que j'ai très bien réussi. J'ai sauté le bac, en fait, mais je suis allé faire le MBA direct. Puis à la fin de mon MBA, ils m'ont demandé pour faire un cours de web analytique. Il y a 15 ans de ça, fait que j'enseigne encore ce cours-là au bac et à la maîtrise. J'enseigne le marketing à la maîtrise, au MBA exécutif, et j'enseigne médias sociaux aussi au bac. Donc, ma consultation a pris le côté, a pris le bord pas mal. Là, c'était pas mal, surtout de l'enseignement. Mais je fais encore un petit peu de consultation à l'occasion. Donc, quand quelqu'un me contacte et qu'il veut que je les aide, j'en fais, mais je laisse ça de côté un petit peu, puis je fais beaucoup d'enseignement. Ça, c'est la version humble de Stéphane Hamel, mais moi, il faut que je t'explique dans quel contexte j'ai sollicité Stéphane il y a plusieurs années quand j'étais au Web à Québec. Tu sais, on commençait à parler de Google Analytics, puis ces trucs comme ça. Puis souvent, tu sais, la personne qui était comme un peu, qu'on voyait souvent, c'était Avinash Kaushik, qui était chez Oui. Google. Et après ça, il y avait Stéphane Hamel. Donc, Stéphane le dira Une pas. version québécoise. Mais la version québécoise, c'était Stéphane Hamel. Donc, c'était quand même impressionnant. Fait que nous, quand on avait regardé ça, on s'est fait Hey, c'est qui ce gars-là, premièrement? Puis, ben, on a découvert Stéphane, puis on l'a fait venir comme conférencier, puis c'était très drôle. Puis, je me souviens d'une discussion qu'on a eue où justement tu nous disais Ah, c'est drôle parce que je pense que chez nous, on t'avait fait passer comme un local speaker, là, un petit 45 minutes, alors que Stéphane, à ce moment-là, je pense dans ta carrière, tu te promenais un petit peu à travers le monde Oui. à faire des Oui. keynote speakers. Donc, c'était quand même très drôle. Tu m'as fait réaliser ça. J'ai fait Ah oui, quand même, hein, c'est drôle pareil, le contexte. Comment on prêche pas dans sa paroisse, hein? Exactement. Fait que oui, Stéphane, tu sais, il y a quand même un super background ici. Puis je pense que justement, Merci. le fait que tu sois rendu dans le corps professoral à l'Université Laval, je pense que tes étudiants peuvent être très chanceux de t'avoir. Je pense que vraiment, un background comme ça court pas nécessairement les rues. J'ai encore la passion, je te dirais. Ça transparaît pas mal dans mes cours. Tu sais, que je suis motivé, j'aime ça. Que ce soit côté marketing, côté vie privée, médias sociaux, AI, évidemment. On peut pas passer à côté, là. Puis j'utilise beaucoup l'IA pour améliorer mes cours aussi. Absolument. Fait que c'est ça. Je m'amuse encore. J'ai eu les cheveux gris, mais je suis encore un petit gars dans le plat de bonbons, là. On va parler effectivement de l'AI puis de comment tu l'utilises avec tes étudiants, mais j'aurais goût d'abord qu'on parle de, si tu es d'accord, Simon, qu'on parle un peu plus de vie privée, de la Ouais. donnée à la vie privée, parce que dans le podcast, on en a souvent parlé, puis tu sais, moi, j'avais, disons, une vue sur l'idée que je trouve que le web, c'est enchitifié bien comme il faut. Tu sais, on s'est ajouté là, des couches de loi, des pop-up d'acceptation de cookies et tout ça. C'est le Far West complet. C'est quoi comment tu vois ça, toi, actuellement? Et c'est quoi l'avenir du web, là? Comment, tu sais, avec tout ce qu'on s'ajoute, puis où on s'en va avec ça, selon toi? Ouais, ben, c'est une belle intersection entre vie privée, marketing, médias sociaux, tout ça, puis AI. On voit l'unshitification, là, comme tu dis, là, de tous les contenus qui sont générés par l'IA, puis que finalement, je me suis même fait un browser. C'est pratique d'avoir un background technique. Je me suis fait un browser extension qui filtre LinkedIn, puis qui enlève tout le junk que je veux pas voir. Je peux malheureusement pas le commercialiser puis trop le mettre de l'avant. Je le mentionne ici. Je peux pas le mettre trop de l'avant parce que je vais à l'encontre des termes et des conditions de LinkedIn, clairement. Fait que je pourrais me faire barrer, tout simplement. Mais l'expérience est totalement différente. Quand on parle de tout le genre qui se retrouve, là, que ce soit LinkedIn ou que ce soit ailleurs, à un moment donné, quand la balance est plus là, l'utilisateur prend le contrôle. Le consommateur va prendre le contrôle. J'utilise Brave puis AdGuard depuis longtemps. Mon browser principal, c'est Brave. J'utilise AdGuard pour bloquer les trackers puis la publicité. Euh, Puis l'expérience web est totalement différente. Fait qu'à un moment donné, le ratio entre les trackers, la lourdeur des trackers aussi, ça rajoute de la lourdeur. J'ai fait un test en l'espace de à peu près 6 mois. En utilisant Brave, il t'indique quand tu ouvres un nouveau tab, il t'indique le nombre de trackers puis le temps que tu as sauvé. Fait que ça me sauve à peu près 8 heures par 6 mois. Fait que c'est mettons, une journée de travail. Une journée de travail ou une journée de congé, comme on veut. Puis, tu sais, le 8 heures, si je le prenais à mon taux horaire de consultation, ben c'est ça que mon data vaut, là. Au minimum, c'est ça que ça vaut. C'est pas
le petit 2% de retour que tu as sur ta carte de crédit ou des choses comme ça, là. C'est beaucoup plus que ça. On sous-estime la valeur du data que, qui est collecté à notre sujet, puis qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui est fait avec aussi, là. Je trouve ça super intéressant. Je trouve ça super intéressant, Stéphane, que tu aies pris le temps de quantifier. Puis je trouve que l'image est forte. Ben, tu vois, j'ai vu un indicateur de temps sur 6 mois, ben, c'est 8 heures. Ben, c'est ça, 8 heures, ça a une valeur. Donc là, c'est la valeur des données que j'accepte de partager. Puis à mon sens même, c'est un minimum de sa C'est valeur un parce que minimum. ça vaut beaucoup plus que ça. Hein. Absolument, absolument. Puis ça se répète dans tout ce qu'on fait, partout où on va, toutes les applications qu'on utilise. Dans notre auto, il y avait des articles qui parlaient de ça aussi. Là, dans les autos modernes, là, il y a de l'instrumentation là-dedans, c'est incroyable. Là, il y a du tracking au bout. Ça fait, oui, ça prend des lois pour ça. On voit qu'en Europe, le RGPD ou GDPR là, est là depuis déjà plusieurs années. Justement, je disais, Amex France viennent d'avoir une amende de 1,5 million d'euros parce qu'ils ont déposé des cookies avant le consentement, ils ont fait du tracking, même si le consentement était pas donné, des choses comme ça. Et là, si on regarde au Québec, on a la loi 25, la Commission d'accès à l'information. Jusqu'à maintenant, il se passe pas grand-chose, à part de l'éducation qui nous dit faites attention, partagez pas vos données, donnez pas votre mot de passe, votre NIP, des choses comme ça. Oui, OK, c'est beau, je pense qu'on le sait. Là. Puis je trouve ça plate parce qu'on remet tout le temps la responsabilité sur les utilisateurs, sur les consommateurs, de dire ah, faites attention, faites attention. Oui, mais parce que la source de la fuite de données, là, c'est pas le consommateur la plupart du temps. C'est les entreprises qui négligent la sécurité, c'est les entreprises qui n'appliquent pas la loi 25, c'est les entreprises qui font affaire avec plein de partenaires à gauche, à droite, qui n'ont aucune idée qu'est-ce qu'ils font avec le data. Puis après ça, on est surpris parce que des fuites de données, ben, à un moment donné, il faut que ça change. Je pense que ça va prendre quelques cas qui vont avoir de l'impact, que la Commission d'accès à l'information va faire, puis que là, on va se réveiller un peu plus. Sumo, ben, tu sais, puis là, on vit dans la tech depuis longtemps, là, à nos trois ensemble, puis j'ai toujours eu l'impression quand même au Québec, on était un peu à la traîne là, de tout ce qui se passait autour, là, tu sais, sur la planète. Fait que, tu sais, ça me surprend pas non plus. Puis comme tu dis, tu as l'impression qu'il va falloir une couple de gros cas saillants là, de fuite de vie privée intense pour que le monde se réveille, parce que sinon, on se réveille pas trop. Puis, tu sais, je t'écoute parler, puis tranche de vie, on dirait que je parle souvent de ma famille. Je vais parler de mon beau-père qui s'appelle Pierre, qui est tu sais, dans la septuagénaire, tu sais, mais On pour salue lui, Pierre. on salue Pierre. Lui, pour qui il s'est acheté une nouvelle voiture, un nouveau pick-up ultra connecté. Pierre n'a rien connecté là-dedans. Il ne va jamais utiliser son GPS à l'intérieur de ça. Il se tient le plus loin possible de ça. Et c'est comme ça dans sa sphère de vie personnelle à la grandeur. Il veut être le plus coupé de tout ça. Puis, grand bien lui fasse, mais t'es aussi à l'autre bout du spectre la majeure partie de la population qui est comme let's go, take my money, take my data, take everything, tu sais. Fait que. Ouais, puis donne-moi un petit rabais C'est ça, en retour, tu sais. exactement. Fait que je dois t'avouer que je sais pas où on va s'en aller avec tout ça parce que j'ai l'impression que toutes les générations actuelles et à venir sont un peu plus comme free will, let's go, sont nés dans un monde où on rouvre les livres, on clique la politique de la confidentialité avec les yeux fermés. C'est tout qu'un monde dans lequel on est présentement, là. Oui, je suis d'accord avec toi jusqu'à un certain point. Ce qui est étonnant de voir aussi, c'est de voir que la génération plus jeune que nous, mettons, pas mal plus jeune que nous, oui, on grandit là-dedans, puis on entend souvent, moi j'entends souvent en tout cas, de la part de tout le monde, là, ah, j'ai rien à cacher, ah, ils savent tout de toute façon, il est trop tard, tu sais, mes données sont déjà toutes là. Et pourtant, on voit, comme je disais, c'est un peu un retour des choses. Il y a beaucoup de la jeune génération qui décroche des médias sociaux, ou de certains, en tout cas, médias sociaux. Il y a beaucoup de la jeune génération qui sont beaucoup plus conscients que peut-être nous autres de pas partager des photos où est-ce que tu vois tes enfants, par exemple, des choses comme ça. De faire attention à ces choses-là. Souvent, le parallèle que je fais, c'est avec l'industrie automobile et les ceintures de sécurité.
Les ceintures de sécurité ont été inventées au début des années 1900 parce qu'il y avait des pilotes d'avion qui faisaient des tests puis ils se sont rendus compte que quand ils crashaient, s'ils étaient attachés, il y avait plus de chances de survivre. Ça s'est transposé à l'industrie automobile, mais ça a été long parce que les manufacturiers ne voulaient pas nous mettre de ceinture. Les consommateurs ne voulaient pas les payer parce que ça augmentait le prix du véhicule. Ils ne voulaient pas les mettre non plus parce qu'il y avait plein de légendes que si tu tombes dans un lac, tu ne pourras pas te détacher, puis toutes sortes de choses comme ça. Ça a pris des lois pour imposer la ceinture de sécurité. En tout cas, on doit se souvenir là, des grandes campagnes de publicité qui mettaient l'emphase sur l'importance de s'attacher. Aujourd'hui, on embarque dans un véhicule, on s'attache. C'est devenu automatique. Puis en plus des ceintures, maintenant, on a des ceintures à 3 points, parce qu'au début, il y avait juste à la taille. On a des coussins gonflables, on a des freins d'auto qui sont bien plus solides, tout ça. Si on fait le parallèle avec la vie privée, là, on est à l'époque où les manufacturiers ils disent ah non, non, nos consommateurs n'en veulent pas de ça, de la vie privée. On est aussi à l'époque où il y a des lois qui commencent à être mises, mais on ne veut pas payer plus cher pour le produit. Tu sais, on voit qu'il y a une résistance, puis tranquillement, ça va changer. Mais ça a pris une génération complète. Ça a pris 25 ans d'éducation avant que le monde s'habitue à mettre une ceinture de sécurité. J'espère que ça ne prendra pas 25 ans avant qu'on soit plus conscientisé de se protéger, là, de protéger notre vie privée. Puis tous les effets secondaires aussi qui sont venus, comme les coussins gonflables, tout ça, ben, augmentant les mécanismes de vie privée, ça force une certaine innovation. Puis il va y avoir d'autres choses positives qui vont venir de ça, je suis persuadé. Je suis content, Stéphane, tu me ramènes un peu sur le droit chemin. Puis ça veut donc dire que c'est pas peine perdue. Puis c'est vrai que j'ose croire que les nouvelles générations sont de plus en plus conscientisées à ça potentiellement, puis qu'il va peut-être avoir du changement. Mais ce que tu amènes, c'est que ça se fait pas overnight, ça se fait pas un week-end, ça se fait en plusieurs événements, ça se fait c'est générationnel à la limite un petit peu ça. Oui, c'est ça. Tu sais, si on est 3, là. Est-ce que vos données ont fuité? Oui. Oui. Oui, c'est déjà arrivé. Ouais. Oui, absolument. Au minimum dans des jardins, là, parce que les jardins, c'est comme 8 millions de données, même plus que ça. Là. Même si j'étais plus client là, je l'ai déjà été, donc probablement que ça a fuité malgré moi. C'est ça, absolument. Puis si c'est pas là, il y a des fortes chances que ce soit ailleurs de toute façon. Moi, mes données ont fuité à de multiples reprises. Il y a eu des jardins, évidemment. Il y a eu U-Haul, que quand il réservait un camion, c'est peut-être encore comme ça aujourd'hui, là, il prenait l'information de ton permis de conduire. Puis il gardait comme ça ad vitam aeternam. Aucune procédure de destruction ou quoi que ce soit. Ben, mes données ont fuité à ce moment-là. Puis il y a eu d'autres occasions aussi. Ben, je me suis réveillé un matin avec une belle dette de 25 000 $ sur un prêt auto avec une banque avec qui je n'avais jamais fait affaire. En plus, on a Equifax, puis on a TransUnion. Ben, chez TransUnion, mon adresse de résidence était changée. J'habitais quelque part. J'étais allé faire un Street View pour voir l'adresse d'un bloc appartement quelque part à Montréal, là, alors que j'habitais en Alberta. TransUnion ont corrigé l'info assez facilement, mais après ça, il faut que tu t'arranges avec la banque. Puis c'est là que ça a été compliqué. C'est là que j'ai perdu des heures et des heures, puis que c'est moi qui est le coupable à quelque part, là, parce qu'on démontre que non, j'ai jamais fait ce prêt auto-là, puis non, j'habite pas à cette place-là. C'est un peu ridicule. Là. Puis en plus, TransUnion, ils ont le culot de me dire ah ben nous, on prend ce que les banques nous donnent. Ah, mais ils servent à quoi dans l'équation? Une des plus grandes sources de fraude passe souvent par des Equifax et des TransUnion. Tu te ramasses avec un prêt, mais ils l'ont validé. Donc, ça a passé. Le check, il a été fait. Puis la banque, dans ses mécanismes, ils n'ont pas plus de contrôle que ça. C'est pas suspect que quelqu'un demande un nouveau prêt, puis by the way, j'ai changé d'adresse. Ça ne laisse pas un flag à quelque part. T'sais. Avec toute l'IA, justement, qu'on a, je peux pas croire qu'il n'y a pas plus. Puis là, quand j'ai essayé de savoir auprès de la banque, OK, c'est quoi qui est arrivé exactement? C'est-tu une erreur que vous avez fait? Une année, ils m'ont dit, c'est peut-être une erreur dans le numéro d'assurance sociale. Mais j'ai pas pu savoir. Est-ce que c'est une erreur de la banque ou est-ce que j'ai toujours cette épée de la là qui est là parce qu'il y a une preuve que mes données ont fuité qui pourrait être utilisée encore? C'est vraiment frustrant.
C'est Vraiment. pareil, Puis, c'est tu sais, frustré, hein? puis des fois, ce qui est fâchant là-dedans, comme tu le dis, tu sais, je vais prendre l'exemple qui a été très médiatisé dernièrement. Là, je ne sais pas si vous avez vu passer la fraude Lara Fabian. Pour faire une histoire Oui, ben courte, il y oui. a un homme qui Hey, était non, tombé en Lara amour Fabian? avec Lara Fabian. Ben Donc, voyons. lui, il s'imaginait, là, il y a quelqu'un, évidemment, qui a épié ses médias sociaux, qui a vu finalement que le monsieur, il likait, dans le fond, toutes les posts, il commentait toutes les posts de Lara Fabian, l'a contacté avec une fausse identité comme étant Lara Fabian pour lui soutirer de l'argent. Le monsieur, il a payé un piano à 15 000 500 000, je piastres. pense. Ouais. Finalement, il s'est endetté de 400 000 là. Puis, tu sais, on aurait tendance à croire, ouais, mais tu sais, clairement, c'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques ou. Non, 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 pas du tout. Le monsieur, tu sais, à la base, il a l'air quand même relativement solide. Il s'est vraiment fait avoir. C'est quand même assez impressionnant. Il est obligé de vendre sa maison pour payer ses dettes. Puis moi, ce qui me fâche, puis pourquoi je Voyons parle donc. de cette histoire-là, c'est que je me dis, tu sais, on fait affaire avec une institution financière. Dans ce cas-ci, je me mets à liquider mon argent demain matin. Mm. J'aurais espoir qu'il y ait un petit mécanisme qui vienne me dire oups, on va faire un petit check-up. Il me semble que du côté de M. Joseph, non fictif, il me Mhm. semble que c'est pas normal, il a l'air à cacher out tout son argent. On va juste le contacter. Hey, ça va-tu bien? C'est correct? Ah oui, comment ça? Vous êtes en amour avec Lara Fabian? Au palais, red flag, you know? Tu sais, c'est comme, il y a peut-être un Ouais, hameçonnage mais là, là, ici. toi, si tu reçois un appel de ta banque, puis qui dit ah, on a détecté une transaction suspecte dans ton compte, ça va être quoi ta réaction? Tu vas dire Je vais oh, être vraiment je vais être content, honnêtement. ouais, moi, je vais Ben me oui. dire ah, il y a peut-être une tentative de fraude. Non, Si mais la banque me contacte, là, ma réaction maintenant, c'est peut-être que je paranoïe, là, mais ma réaction maintenant, c'est de me dire non, 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 c'est peut-être une fraude. Fait mais je que vais je vais raccrocher puis je vais moi-même retourner rappeler. C'est voir. ça. Tu sais, je vais Exact. faire OK, c'est Exact. bon, ben, je vous rappelle, tu sais, puis je vais rappeler, puis je vais parler à quelqu'un que j'ai contacté moi-même ou je vais me déplacer en caisse, tu sais. Mais je serais content qu'il y ait un mécanisme qui me dit hey, activité suspecte, contactez-nous ou tu sais, whatever. Je sais pas, je trouve qu'on a tendance à. Tu sais, nous, on signe finalement des ententes et des politiques que je trouve que souvent soulagent complètement les organisations. Puis ça, puis tu sais, c'est un peu le cas, tu sais. Actuellement, quand on regarde ça, tous les services qu'on utilise, la responsabilité, elle est 100% pelletée dans la cour de la personne qui l'utilise. Absolument. Ça, je trouve que, tu sais, à un moment donné, ça devient lourd, là. Ce qui m'amène à dire que, puis j'écris sur le site, la vigilance numérique, là. Il y a une giga vigilance numérique qu'on doit avoir, puis tu sais, c'est correct, là, nous, on connaît la tech un petit peu, mais tu sais, quelqu'un qui est loin de ça, bonne chance. Puis, tu sais, même là, ça fait une couple de fois que j'ai réfléchi, mais dans une organisation très près de moi, on a eu une attaque au président, là. Donc, le concept est simple, là, c'est qu'il y a des envois qui sont faits directement au CEO de l'entreprise ou à des gens très proches de lui, mais c'est le CEO qui lui dit, tu sais, faut faire un virement vite, vite, parce que là, il y a une problématique. Puis là, les gens à l'interne y croient et potentiellement font des virements. Puis tout ça vient du CEO, ce genre de choses-là. Mais ça prend une giga vigilance. Puis dans le lot de mon histoire à moi, je pense qu'on a tous une histoire dans le fond. Là, on connaît tous quelqu'un qui s'y est arrivé quelque chose. Oui, Puis puis il avait utilisé de l'audio, là, tu sais, c'était l'audio du oui. CEO qui était là, puis ça, c'est... Fait que bonne chance, les amis. Il faudrait à la limite, tous autour de nous, éduquer les gens à des espèces de petits... Hey, si des choses comme ça se passent, soyons préparés. Voici notre petit code secret, là. Si moi, je t'appelle maman, puis je te dis que j'ai besoin d'argent, faut que... Je vais te poser une question comme quand les 3 questions pour aller rechercher ton mot de passe, là, genre, dans quelle ville t'es-tu marié, genre... C'est ça. C'est assez fou. Le pire, c'est que c'est pas nouveau. Encore là, au début de ma carrière, à un moment donné, je travaillais sur un gros projet, bon, je vais le dire, là, chez Hydro-Québec, là. C'était un historique de barrages qui remontait dans les barrages, il y a énormément d'instruments, fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de data. On n'appelait pas ça du big data, on appelait ça juste je dis l'expression, mais un shitload de data, là. Fallait dealer avec 30 ans de barrages avec plein d'instruments. Mais j'étais administrateur de système, puis je travaillais avec un gars, je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, ce gars-là, je l'ai pas croisé dans ma carrière, mais le gars, mettons qu'il était vraiment, vraiment hacker. Et lui, le midi, là, il allait prendre une petite bière, là, puis après ça, il lisait, il y avait un journal qui s'appelait Frack, qui était pour les hackers. Puis il lisait ça. Le soir, après à job, il allait faire du dumpster diving, là, c'est-à-dire qu'il allait fouiller dans les poubelles des commerces pour aller chercher des documents où il y avait de l'information.
il m'avait expliqué le mécanisme pour commander quelque chose puis le faire livrer. Ah, ben oui, ça existe encore. Commander le mécanisme, puis commander quelque chose, puis le faire livrer à une adresse, puis l'intercepter en cours de route, puis des choses comme ça. C'est loin d'être nouveau. C'est juste que là, il y a un volume, ça s'est mondialisé aussi. Il y a l'IA qui embarque là-dedans. Fait que les opportunités de frauder puis de faire des choses comme ça sont infinis. Là, faut pas sous-estimer le côté social engineering là, est encore très, très fort. Ben, c'est ça, les fraudes au président, c'est du social engineering. C'est de passer, oui, on sert de la technologie, mais c'est de toucher à l'aspect humain pour soutirer des informations que tu n'aurais pas autrement. C'est encore très fort. Dis-moi, Stéphane, est-ce que tu penses que justement l'ajout de loi, comme on le fait ici au Québec et tout ça, ben, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça va être assez pour faire changer un peu les habitudes? Ben, je vois deux problèmes majeurs. Le premier problème majeur, c'est que tu as beau avoir une loi, mais si elle n'est pas renforcée, si elle n'est pas appliquée, ça sert absolument à rien. Puis là, c'est le cas actuellement. En fait, la Commission d'accès à l'information, qui est responsable d'appliquer la loi 25, sont beaucoup plus occupés avec des cas de vie privée qui touchent les ressources humaines, la santé et les finances. En ce moment, en tout cas, c'est ce qui semble être le cas. Leur attention est peut-être beaucoup plus portée là-dessus. Tout l'aspect nous, dans lequel on est plus, le marketing, technologie, tout ça, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, qu'on est un très petit joueur dans l'univers de tout ça. Même le fédéral n'est pas capable de faire plier Facebook pour que les médias canadiens soient présents sur Facebook. Pensez-vous que le Québec va être capable de dire à Facebook, hey, ton tracker, il y a quelque chose qui ne marche pas avec parce qu'il est tellement présent dans tous les sites que ça donne un portrait qui est... Là, on a tout entendu les histoires là, de Facebook qui sait que quelqu'un est gay avant même qu'il sorte du placard ou qui sait que quelqu'un va se divorcer avant même qu'il en ait parlé à son conjoint, sa conjointe, toutes sortes de choses comme ça. La vie privée, c'est pas juste le data qu'on donne, c'est tout le data qui est inféré aussi à partir de ça. Puis ça, c'est pas mal plus épeurant que le simple fait de donner notre adresse email, là. Totalement. Écoute, ben merci. Non, écoute, je rejoins 100% de ce que tu viens de dire. Puis l'exemple que tu as donné, je pense qu'il est très parlant, là, à savoir que le fédéral n'est même pas capable de défendre ses médias pour que ce soit sur Meta. Tout ça, je pense qu'effectivement, tu dis, bon, mais c'est quoi le poids qu'on a dans tout ça? Là? Fait que non, Pas c'est grand-chose. pas Non, c'est grand-chose, ça. effectivement. Mais je pense qu'il faudrait commencer au niveau du Québec. Il y a quelque chose qu'on peut faire, par exemple. Les entreprises du Québec, même s'ils font affaire avec tous ces partenaires-là, qui sont les Google, Facebook et une quantité de réseaux de pub absolument incroyable aussi, ou des partenaires pour les newsletters, des choses comme ça, qui souvent sont américains, puis souvent ils collectent une bonne quantité d'informations, les chatbots aussi. Le point de départ pour les entreprises, c'est peut-être de réfléchir un peu, de faire un inventaire, tu sais, de faire le portrait de questions actuellement, puis de dire finalement, ce partenaire-là, j'en ai-tu vraiment besoin? Est-ce que je pourrais l'éliminer complètement ou peut-être switcher, aller vers quelque chose qui soit un peu plus respectueux de la vie privée ou au moins qui soit canadien ou européen parce que les lois sont pas les mêmes. On est mieux protégé généralement, là, on est bien mieux protégé avec des solutions européennes qu'avec des solutions américaines. Déjà au départ, pas juste question de fuite de données, mais surtout question de lois qui permettent au gouvernement américain, puis là, on sait comment ça va aux États, à quel moment ils vont décider qu'ils se mettent la Patriot main Act. dans les données. Ben oui, tu sais, faut pas ce que je crains un peu, c'est quelqu'un m'avait raconté, quelqu'un qui est en vie privée m'avait raconté que aux Pays-Bas, il y avait des personnes âgées ou des personnes qui décédaient, puis le gouvernement savait pas, il décédait, il était seul, puis le gouvernement savait pas de quelle religion il était. Fait qu'il pouvait pas leur donner une sépulture selon leur rite religieux, des choses comme ça, même si c'était des gens qui étaient seuls. Fait que quand ils ont fait le recensement, ben, ils ont demandé la religion des gens. Qu'est-ce qui est arrivé après? L'Allemagne a envahi, ils ont pris le recensement, puis ils ont dit, ah ben tiens, on sait partout où est-ce qu'il y a des Juifs. Mais il ne faut pas sous-estimer, avec qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, entre autres, mais ailleurs dans le monde aussi, une donnée qui a été collectée pour un but qui était positif peut être virée.
tout ce qui se passe aux États envers les LGBTQ, des choses comme ça, envers les opinions politiques aussi. Moi, ça me fait peur, ça. J'ai des craintes pour ça parce que les données sont là et où ils peuvent être inférés aussi. Puis ils peuvent être inférés de la mauvaise façon. Ça fait que c'est ça, c'est dangereux. Dans le day-to-day, on se rend pas compte de l'impact Non. de ces données qui peuvent paraître anodines là, tu sais, au day-to-day comme ça, mais l'impact que ça peut avoir si ça tombe dans les mauvaises mains, c'est sûr que Ouais. c'est assez intense. Là. Tu sais, comme tu disais, Jonathan, à l'entrée de jeu, j'ai fait beaucoup de conférences, puis il y en a une qui m'a marqué. J'étais allé en Europe, puis c'était une conférence purement marketing. Là. Il y avait à peu près au-dessus de 1000 personnes dans la salle, puis euh, moi, j'avais des stats qui disaient, puis même aujourd'hui encore, là, quand on regarde le ratio de gens qui utilisent un ad blocker, Mm-hmm. c'est des fois, ça va jusqu'à 50%. Mais là, on recule de plusieurs années. J'ai 1000 marketeurs dans la salle. Évidemment, je ne les ai pas comptés, mais j'ai demandé à main levée qui utilise un ad blocker. Je vous jure, là, c'était 70-80% du monde qui ont levé la main. Ben oui, ils Fait que savent, là, tu eux te autres, dis, ce qui se passe là, de l'autre bord. Là, ils sont comme, exactement, oui, oui. exactement. Fait que pourquoi, tu sais, le monde en marketing utilise des bloqueurs de publicité? Pour moi, à ce moment-là, ça a été un choc parce que ça a été comme, euh, il y a quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose qui est brisé si les gens qui travaillent dans ce domaine-là acceptent pas de subir ce qu'ils font subir à leurs clients. C'est complètement, ça n'a pas de sens. Tu vois, Stéphane, ça m'amène parce que, tu sais, dans ton profil est super intéressant au niveau de ton parcours. Il y a beaucoup de marketing, mais ça l'a pas eu le choix de dévier sur de la donnée de la vie privée, puis les deux sont interconnectés, puis ça me donne le goût de dire, hey guys, si un jour vous avez des actifs numériques en ligne, puis vous devez faire du marketing en ligne, ça va peut-être être vous qui allez faire ça de votre bord, ok, fine, mais fine, essayez à ce moment-là quand même d'avoir un œil aguerri sur toute la collecte des données, puis essayez d'être éduqué un peu si vous faites ça par vous-même. Mais si vous faites faire ça par une firme qui se dit experte en marketing numérique, puis qui va vous aider à vous faire connaître sur les plateformes, puis tout ça, assurez-vous qu'elle n'est pas juste ferrée en marketing numérique, mais qu'elle est ferrée aussi en tout ce qui est données privées, la vie privée des choses, parce que aujourd'hui, ça va de pair. Si tu fais pas l'un et ou l'autre, là, je veux dire, à un moment donné, ça n'a pas d'incidence intéressante. Là. Absolument. Oui, puis tu sais, souvent on pense que, en fait, c'est une des leçons dès le début d'un cours de marketing que je Mhm. dis aux étudiants. Pour vous autres, c'est quoi le marketing? Puis souvent, ce qu'on voit, ce qui est le plus visible, c'est la pub. C'est les vidéos virales sur TikTok. C'est ça qui est cool. C'est de voir des bonnes pubs à la télé ou regarder quelque chose sur YouTube. Des choses. Tu sais, c'est ça qui est le plus apparent. Mais en réalité, du marketing, là, c'est très, très, très scientifique. Là. Et c'est du neuromarketing, c'est du data, il y a des processus, tout ça est là. Oui, le côté créatif est important, mais si tu as le côté créatif, mais tu n'as pas le côté très cartésien, très procédural, ton marketing ne sera pas bon. Hein. Fait que, ça va absolument main dans la main, là, c'est clair. Moi, quand je pense au marketing, en fait un petit peu, mais c'est pas autant que toi, là, mais on pense toujours à le bon message au bon moment à la bonne personne. OK, that's the target. C'est ça le Oui, ultimate target. mais Tu comment sais. tu le fais? Exactement. C'est ça. Il y a plusieurs chemins de ce scandale-là. Puis il y en a qui sont pas kosher, là, me dire, là, tu sais, qui sont Non, pas c'est ça, trop c'est ça, legit là, dans le passage. absolument. Puis Vous tu me- sais, on parle de vie privée puis de marketing. Là, j'ai publié, je fais ça à l'occasion, puis j'hésite tout le temps à mentionner le nom de l'entreprise, mais je le fais parce que on a besoin d'exemples. Puis j'en ai fait un à un moment donné sur le site web de l'Actualité, qui est un média qui a du contenu de qualité. Tu sais, j'aime lire les articles, ces choses-là. Ben malheureusement, quand tu arrives sur le site de l'Actualité, j'espère qu'ils vont le corriger. J'ai essayé de les contacter, j'ai jamais eu de réponse, ce qui est contraire à la loi 25, by the way. En fait, j'ai eu une réponse par un processus de gestion de requête tout à fait normal. Oui, oui, on a transféré votre message à la bonne personne. OK, bye, c'est fait. Mais le problème de ce site web-là, c'est que il y a une bannière de consentement en surface. Euh, mais il y a plein de trackers qui sont déclenchés avant le consentement. Puis en fait, si on pousse un côté technique un peu plus loin, c'est le simple fait, des fois, c'est pas que le tracker lui-même est déclenché, mais c'est de la librairie qui va servir à faire le tracking. Elle est chargée avant le consentement. À partir du moment où tu charges
une ressource qui vient d'un tiers à quelque part, qui est du JavaScript, qui est du code, tu n'as pas de contrôle sur le jour que tu vas te réveiller un matin, là, que cette compagnie-là va peut-être avoir été hackée, puis elle va prendre le contrôle de ton site web via le JavaScript qui a été injecté dans ton site web. Exact. Ça peut arriver, puis il y en a eu des cas comme ça. Tu sais. Et il y a des problèmes au niveau du consentement, au niveau des bannières qui vont mettre l'emphase sur le accepter, mais qui vont mettre le refuser de façon soit qui est carrément pas là, puis il faut pas être personnalisé, puis là, c'est l'enfer. Mais c'est pas ça l'esprit de la loi 25. L'esprit de la loi 25, c'est que tu fais pas de tracking avant. Tout le tracking qui vise à faire un profilage marketing. Si tu fais un tracking, on insiste beaucoup sur des cookies, mais ça n'a rien à voir. Là. C'est pas les cookies qui sont importants, c'est les données personnelles qui sont collectées. Puis données personnelles, ça peut être aussi simple qu'une adresse IP. Donc, tout est une donnée personnelle parce que pas d'adresse IP, tu n'as pas de web, tu n'as pas d'Internet. Adresse IP, historique de navigation, quand tu te promènes à travers un site web, c'est considéré, dans beaucoup de cas, c'est considéré comme une information personnelle. Pourquoi? Mais parce que ça, combiné avec d'autres informations, permet de profiler quelqu'un. C'est comme ça que les réseaux de pub fonctionnent. Fait, je trouve ça de valeur que un site comme celui-là, où en fait, je pourrais généraliser et dire à peu près tous les sites médias ont ce problème-là, c'est qu'ils ne demandent pas le consentement comme il faut, ils ne respectent pas le consentement, la barrière n'est pas conforme, c'est généralisé. Puis le problème, est-ce qu'il vient de la bannière ou il vient de l'installation, dans le sens où est-ce que c'est l'outil en soi qui fait pas bien sa job? Bon, Tu sais, dans le fond, on fait comme, ben moi, je prends ça, ça a l'air clean, ça a l'air de faire la job, mais on fait pas les vérifications techniques pour être sûr que ça fait vraiment bien la job? Oui, tu touches exactement à un des gros problèmes qu'il y a, c'est que quand on parle de vie privée, tu as 3 sphères qui doivent travailler main dans la main. Tu as la sphère du marketing, parce que c'est eux autres qui veulent avoir tel tracker, puis leur agence leur a dit, mets telle chose pour ton site web. Tu as le côté légal, il faut que tu comprennes la loi, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui est permis ou pas. Puis tu as le côté très, très technique de, OK, tu as mis ta bannière, mais si tu as ouvert le capot, puis aller voir exactement c'est quoi qui se passe. Moi, c'est ça que je fais beaucoup. Ces 3 sphères-là se chevauchent, mais il n'y a personne qui est expert dans les 3. Tu sais, moi, je connais la loi, mais je ne suis pas avocat. Je connais le marketing, mais je ne suis pas un super gourou de l'univers. Là. Je connais le côté technique, je me débrouille plutôt bien de ce côté-là. Personne ne peut prétendre à tout connaître ça. Des fournisseurs de solutions de consentement, à un moment donné, j'ai parlé avec un qui ils n'ont pas aimé que je les mette que je mentionne que ce site web-là a utilisé cette solution-là. Puis, on dit, ouais, mais nous, là, on fournit la solution. Même si on donne des conseils sur qu'est-ce qui devrait être fait ou pas fait, au final, c'est le client, c'est l'entreprise qui va décider comment ils vont implanter la bannière, puis qui sont responsables d'auditer pour voir si le consentement est vraiment techniquement conforme et légalement conforme. C'est eux autres qui ont la responsabilité. Fait que les fournisseurs de solutions, ils disent, moi, je fournis l'outil. Tu fais ce que tu veux avec, comme c'est souvent le cas. Hein. Malheureusement aussi, les gens qui vont acheter ces outils-là vont avoir l'impression qu'en l'installant, il y a une prise en charge plus complète qui se fait. Fait que là, tu vois, on passe d'un fournisseur de services qui offre un outil qui dit, ben, hey, moi, je te donne l'outil, mais après ça, une fois que tu l'as installé, c'est à toi de vérifier qu'il fonctionne comme il faut. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme si... Ils ont zéro responsabilité. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est problématique. Puis, tu sais, moi, je me dis, des fois, on dirait que ces fournisseurs-là servent sur le principe que, un peu comme on a dit d'entrée de jeu, le gouvernement a plein ses culottes à gérer d'autres dossiers par rapport à cette loi-là, plus de façon nichée. Les sites plus, disons, commerciaux, les entreprises, tout ça, qui, oui, ont une bannière, ben, ça donne l'impression de l'extérieur que, ben, au moins, ils ont une bannière, ils ont fait le strict minimum qui était nécessaire. On ne va pas commencer à faire un audit technique pour aller plus loin. Mais le consommateur donne l'impression qu'on n'utilise pas ses données, fait que tout le monde est content. c'est juste, les gars, c'est que ça fait pas assez mal, point. Là. Tu sais, je veux dire, n'importe quelle petite entreprise va aller mettre ces bannières-là. Je vous écoute, je me dis, oui, il y a un fournisseur qui va fournir une solution pour le mettre sur ton site web avec bannière de consentement, puis tout ça. Puis là, c'est à l'utilisateur de l'installer, puis de s'assurer de faire le tour. J'ai pas le choix de regarder mes fenêtres que je viens de faire changer sur ma maison. Si le gars des fenêtres, il m'avait dit, je te vends des fenêtres, tu peux les installer toi-même. Mm-hmm. Sache par contre que si tu les installes, il y a des bonnes pratiques pour que l'hiver, ça ne gèle pas à l'intérieur.
je peux te donner, j'essaie de voir, je peux te donner toute la formation nécessaire via un de mes gars qui va venir tout t'expliquer, ou j'ai une voûte de connaissances avec une communauté où tout le monde se parle. Mhm. Oui. Il peut y avoir une espèce de bonne approche du fournisseur, mais dans certains cas, mon vendeur de fenêtres, il peut me dire, regarde, je te vends les fenêtres, puis moi, je m'en vais au prochain client, puis arrange-toi, mon Exact. capitaine. S'il fait fret, c'est pas de ma faute. Fait qu'il faut voir, tu sais, c'est peut-être les fournisseurs qui doivent un peu être un peu plus bons joueurs dans ça aussi, puis expliquer comment ça fonctionne. Bon point. Si le fournisseur de fenêtres, à un moment donné, il y a plein de clients qui se mettent à se plaindre et disent que les fenêtres sont pas bonnes, puis le fournisseur fait juste dire ah, mais moi, c'est pas de ma faute, les fenêtres sont très, très bonnes, mais c'est le monde qui les installe et qui ne savent pas comment. Et à un moment donné, ça va retomber sur l'entreprise qui fabrique les fenêtres, là, ça n'a pas le choix. Puis, tu sais, en ce moment, là, on fait face à les entreprises gèrent la vie privée comme de la gestion de risque. C'est quoi le risque que je me fasse taper ses doigts parce que la commission d'accès à l'information vient cogner à la porte et dit hey, vous avez fait quelque chose. En ce moment, le risque, s'il n'y en a pas de risque, en ce moment, j'espère que ça va changer. L'autre façon, l'autre aspect, c'est quoi le risque que j'ai une fuite de données puis que ça ait une atteinte à ma réputation qui va avoir un impact financier. Là, déjà, on parle un peu mieux de business. On parle un peu mieux de dire hey, oui, c'est vrai, hein, si j'ai je subis, que ce soit une fraude du président ou que ce soit une fuite de données parce que la sécurité n'était pas là, puis mon mot de passe c'était ABC 1, 2, 3, ça revient au même. Là. Le consommateur, il va dire ouais, cette compagnie-là, je devrais-tu y faire confiance? Euh, Ce que j'essaie de mettre de l'avant, c'est de dire oui, la gestion de risque, mais penser un peu plus en termes d'éthique. En termes d'éthique, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, on aime en marketing, on aime tellement dire ah, nous, là, on est orienté client. Nos clients, c'est ce qui est le plus important pour nous. Votre vie privée est importante pour nous. Hein? Combien il y a de politiques de vie privée qui commencent avec ça? Mettez-vous dans la peau de gros clients. Là. Quand vous mettez une bannière qui dit on va faire affaire avec 382 partenaires, puis j'en ai vu des bannières qui font ça, parce que tu sais, quand tu intègres, il y a certains outils, quand tu les intègres, tu en as un en surface, mais après ça, ça explose. Il va y en avoir plein d'autres, parce qu'au total, il peut y en avoir potentiellement des centaines. Si la vie privée est importante pour tes clients, toi, dans leur peau, puis dire hey, Roger qui va venir ou Pierre qui va venir sur mon site web un jour, là, il va réagir comment en voyant quelque chose comme ça? En voyant que j'y parle de cookies. Je comprends pas c'est quoi les cookies. Pourquoi vous ne me parlez pas de quels renseignements personnels vous allez collecter? La loi 25, elle parle pas de cookies. Elle parle de renseignements personnels. Fait qu'on a transposé quelque chose de l'Europe qui parle beaucoup de cookies, qui est une erreur à mon avis. Là. Mais la loi a été faite comme ça, puis il y a des raisons. Là. Mais si on le transpose au Québec, puis on fait juste prendre une bannière, comme tu disais, Jonathan, une bannière par défaut, là, qui a de l'air bien cute, là, mais ça parle de cookies, on passe à côté de quelque chose de la loi 25 parce que c'est pas ça, la loi 25. Super, écoute, c'est vraiment super éclairant ce que tu nous amènes, Stéphane. Puis en tout cas, j'espère que les gens vont chercher à être un petit peu plus, comment dire, vont chercher à vouloir s'intéresser un petit peu plus sur le sujet, puis à se rendre compte que c'est pas juste effectivement une histoire de bannière, puis qu'on règle le dossier, qu'il y a des impacts qui sont plus importants que ça. Ça m'amène peut-être à ouvrir la porte au deuxième sujet sur lequel on avait envie de te jaser ce matin. Et ben, mettons, on parle de vie privée tout tantôt, mais là, avec l'IA qui nous arrive dans les pattes, là, c'est quoi l'impact de l'IA sur la vie privée là, aujourd'hui? Ben, comme toute chose, hein, on peut voir la technologie comme oh wow, ça va être c'est horrible parce que maintenant c'est super facile de faire de faire un audio qui est fake pour faire de la fraude ou vidéo qui est fake ou tout autre chose. Il y a des fraudes en ce moment où est-ce que même un exemple très simple, là, un employé dit ah non, je peux pas rentrer au bureau aujourd'hui, je me suis cassé le bras. Puis tu sais, il peut le montrer, je me suis cassé le bras, mais c'est peut-être même pas une vraie vidéo. Tu sais, on peut imaginer tout. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Fait que toutes les affaires qu'on peut imaginer, ben c'est possible. D'un autre côté, j'ai utilisé l'IA pour faire des tests pour dire va auditer ce site web-là. Puis là, évidemment, mon agent a été plus élaboré là, pour dire bon ben quand tu audites, tu dois faire telle chose. Fait que je lui donne ma connaissance. Puis là, j'ai fait des tests. C'est quand même très concluant. En tout cas, c'est très concluant pour ramener à la surface les choses qui m'auraient pris quand même un petit bout de temps à faire manuellement.
mais que là, je l'ai instantanément puis que je peux répéter à l'infini. Et oui, je pense que l'IA va pouvoir aussi nous aider dans les banques à détecter des fraudes, des choses comme ça, là. Tu sais, c'est toujours la police et le criminel, là. Tu sais, Oui, ça aide jamais. Encore ce matin, là, je lisais quelque chose qui disait, les browsers, AI comme, j'utilise, OpenAI Atlas. J'ai fait beaucoup de tests avec, puis là, je suis en train de tester de le mettre comme mon browser par défaut Ouais. pour voir. Il y a beaucoup de craintes. «Ah là, l'AI va voir tout ce que tu fais, puis non, non, non», mais j'ai regardé au niveau network, au niveau, de ce qui est traqué, c'est pas pire que Chrome, là, de Google. Ben, en fait, c'est même moins, je te dirais. Hem, fait que, tu sais, je voyais, un article qui disait que, ces browsers-là, il y a pas d'adoption, c'est pas bon, puis ça va mourir, tu sais. Oui, mais c'est probablement le même monde exactement, c'est probablement le même monde qui disait: «Ah, les images générées par l'IA, ça vaut rien parce que les mains ont 6 doigts», tu sais. On sous-estime énormément l'impact que quelque chose comme ça peut avoir. Moi, je sais que dans mes cours, en tout cas, un étudiant qui va prendre Atlas, il va venir faire un examen en ligne, oublie ça, là. Et il il prend Atlas, il dit, «Fais-moi l'examen», puis bingo, la job est faite, là, puis ça va être très, très bon, là. Ça fait que moi, comme enseignant, je fais quoi avec ça? excellent segue que tu nous amènes, Oui, Stéphane. j'allais là moi aussi, là. Ouais. Mot Le qu'on volet aime à bien enseignement. utiliser souvent, segue, pour dire que tu Ouais. nous as amené là-dessus. Bien Mm-hmm. évidemment, tu as un rôle de prof. Donc, comment l'IA, justement, là, comment ça s'amène dans la pratique de prof aujourd'hui? Puis je pense que tu es très vocal sur le sujet et surtout aussi, Mm-hmm. je pense, un prof très ouvert sur l'idée qu'il faut peut-être embrasser ces technologies-là dans le contexte, dans le fond, de l'éducation, là. Ben, c'est inévitable, là. Quand ChatGPT est sorti en novembre 2002, 2022, 2022, j'ai commencé à l'utiliser tout de suite pour faire des tests. Puis, en janvier 2023, je donnais le cours de marketing pour les gestionnaires. J'avais une trentaine de gens qui sont des professionnels de l'industrie. On s'est mis à parler d'IA, puis j'avais dit, ben, on va faire un petit exercice. On va générer un slogan pour une campagne hypothétique. La thématique va être telle affaire. Vous pouvez utiliser l'IA. Ils capotaient bien raide, là. Il y avait du fun, là. C'était comme des enfants dans un magasin de jouets, là. Ils ont adoré ça. Puis assez qu'on a pris quand même beaucoup de temps pour explorer. Puis ça, c'était en janvier 2023. Fait que ça m'a donné le signal tout de suite de dire, oh boy, peut-être que je devrais intégrer ça dans mes cours, puis plutôt que de dire c'est interdit, je vais dire c'est permis, mais voici les paramètres. Puis vous devez être transparent, vous devez le dire, vous devez le dévoiler. J'ai même à un moment donné fait un sondage à la fin de la session, j'ai fait un sondage anonyme pour dire vous le savez que c'était interdit dans l'examen final. Mais entre nous deux, là, l'avez-vous utilisé pareil? Ça a-tu qu'est-ce que je Fait suis que curieux de devinez quoi? savoir. C'est sûr qu'ils l'ont utilisé. Moi, j'ai amélioré énormément mes cours. Mais ça veut dire j'ai amélioré aussi les évaluations que je fais. Mes attentes ont grandi dans les évaluations parce que je sais qu'ils peuvent l'utiliser. Puis je mets des pièges dans mes examens. Moi, le cours de marketing, juste ce cours-là, j'ai 200 étudiants, puis c'est 100 en ligne. Comment tu fais pour faire des évaluations? C'est pas évident, là. Fait que j'ai comme pas le choix de faire des examens en ligne, mais je mets des pièges dedans. Une petite anecdote, la première fois que j'ai fait ça, il y avait une question qui parlait de la garderie des petits pieds, puis là, il y avait un scénario. Ben, il y a quelqu'un qui a répondu: «Les gens qui souffrent de petits pieds, nanana». Parce que l'IA est pas capable de comprendre la subtilité de dire: «C'est la garderie qui s'appelle petit pied». Fait que là, j'ai des pièges comme ça dans mes Mais examens là, où attends, est-ce que si Stéphane, j'ai l'impression, par contre, va falloir que ça, tu l'adaptes avec le temps, parce que j'ose croire que là, présentement ou dans les prochains mois, plus ça avance, plus l'IA va être capable de le piger que c'est une garderie, là. Fait que, tu ben sais, oui, ça va c'est t'amener à ça. te renouveler non-stop aussi, là. Oui. Oui, je me renouvelle non-stop, mais je me renouvelle en me servant de l'IA aussi. C'est une course tout le temps, puis malheureusement, je me doute très bien qu'il y en a qui passent à travers puis qui réussissent à obtenir des bons résultats
même s'ils n'ont rien foutu, puis ils ont juste utilisé l'IA. Ça m'inquiète. Mais ils vont se retrouver sur le marché du travail, ces personnes-là. Euh, Ils vont se faire coincer à un moment donné ou à un autre. Moi aussi, je suis un gros preacher de ça. On te regarde aller sur LinkedIn, moi puis Joe, puis je voyais un de tes posts récemment sur, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tu parlais de la pertinence aux travaux d'équipe Oui. universitaires. Hum. La vraie vie, les amis, c'est pas quand tu vas être sur le marché du travail, tu seras pas seul dans ton bateau tout Jamais. le temps. Tu vas être dans des équipes, puis ça, puis tu sais, il y en avait qui, je sais pas à quel point tu es à l'aise de dire le terme qui avait été, c'était quoi qui avait été ressorti comme terme là, que tu avais vu, c'est du socialisme. Il y en a qu'on appelle des free riders. Ouais. Les free riders, c'est du monde dans un travail d'équipe qu'ils foutent rien, puis ils se laissent tirer par les autres. Tu sais, il faut, dans ce temps-là, quand j'ai des travaux d'équipe, il y a tout le temps une composante qui est tes collègues, ils vont t'évaluer. Fait que si la majorité des collègues disent cette personne-là a rien foutu ou il n'y avait pas de qualité, il n'était pas à temps, il n'était pas assidu, toutes sortes de. Tu sais, j'ai des critères quand même. Ben, si dans une équipe de 5, il y en a 4 qui disent qu'une personne n'a rien foutu, ben moi, évidemment, je me réserve le droit de baisser la note de cette personne-là. C'est pas vrai qu'elle va avoir la même note que les autres. Là. À un moment donné, il faut comme pondérer les affaires. La clé, quand on est dans un mode comme ça, c'est qu'il faut que tout soit dévoilé dans le plan de cours. Tu sais. Faut pas arriver après coup à quelqu'un puis dire hey, j'ai baissé ta note parce que tu n'as rien fait. Non, non. Dans le plan de cours, c'est marqué que je me réserve le droit de baisser la note avec des explications puis des choses comme ça. Tu Là. dois être transparent d'emblée, je suis d'accord avec ça. Tu veux pas faire des fausses surprises à la fin de la session pour les étudiants, tu sais, mais le point ici est donc que la réalité de la vie va te rattraper, mon chum, là. Oui. Coûte que coûte. Fait que, tu sais, quand même, bien que tu utilises des outils d'AI pour te faufiler au travers de toutes tes études collégiales universitaires, à un moment donné, Tu vas te faire coincer. ben oui, c'est sûr. Puis d'un autre côté, Le je karma. veux pas. Tu sais, j'entends des profs qui reviennent avec des examens papier-crayon en classe. Là. Mais je veux pas faire ça parce que, encore là, sur le marché du travail, c'est pas vrai que c'est comme ça que tu vas travailler. Là. Tu sais, fait que moi, dans mes cours, j'essaie tout le temps, j'ai assez d'expérience métier pour faire en sorte que dans mes cours, j'essaie que ça soit quasiment comme une simulation du monde réel. Là, tu sais. Oui, j'ai de la théorie à travers, mais tous les travaux, toutes les simulations qui sont faites, c'est tout le temps inspiré d'expériences réelles, puis de dire, regarde, dans la vraie vie, c'est ça qui se passe. Là. Puis dans la vraie vie, by the way, si tu fais un travail d'équipe, si tu as 5 collègues, puis il y en a 2 qui démissionnent, le livrable, il ne change pas. Tu es obligé de livrer la même affaire de qualité à la même date. Puis ce qui amène aussi, parlant d'IA, là, on a, puis de façon générale, on a 2 choix. Hein. On voit des choses, comment que l'IA accélère la capacité de livrer quelque chose. Que vous soyez un étudiant ou que vous soyez en entreprise, là, tu as le choix. Est-ce que tu vas te servir de l'IA pour livrer la même affaire qu'avant, plus rapidement? Fait que là, tu peux faire plus de jobs plus vite. Fait que tu vas chercher d'autres clients ou plus tu dis, ah, il va faire plus d'argent. Ou, ce qui risque d'arriver, c'est que l'IA te permet de livrer la même qualité plus rapidement, mais si tu te sers de l'IA puis tu livres plus de qualité dans le même temps que tu avais avant, puis dans le même budget que tu avais avant, moi, je pense que c'est vers là que ça s'en va. Là. Moi, mes attentes ont augmenté parce que je le sais que j'utilise l'IA. Dans les entreprises, bon, il va y avoir des entreprises qui vont opter pour la solution facile. Hey, on va faire du volume beaucoup plus vite parce qu'on a l'IA. Ils vont survivre, ces entreprises-là? Pas sûr. Celles qui vont survivre, ça va être celles qui vont exploiter l'IA pour livrer encore plus de qualité au même budget qu'avant et dans le même temps qu'avant. C'est vers ça qu'il faut tendre. Ce que Moss dit que dans 20 ans, il n'y a plus personne qui va travailler, là, ça c'est comme la société du loisir des années 70. Là. On la vit-tu, la société des loisirs? Ben non. Tout le monde travaille plus qu'avant. Ça va être pareil avec l'IA. Là. Les métiers vont changer. T'as peu, là, Stéphane. Moi, je suis un petit gars born and raised 1985. La Société des loisirs, années 70, de qu'est-ce que c'est quoi ça? Il y a eu une tendance à commencer, je pense, dans les années 50. Il y a eu des sociologues, ou je ne sais pas trop, du monde en tout cas, qui se sont mis à dire qu'avec toute la technologie, toute l'innovation, ça ferait que dans le futur, on n'aurait plus besoin de travailler. On vivrait dans une société des loisirs où on aurait beaucoup, beaucoup de temps pour nos loisirs.
Ça a commencé la théorie dans les années 50, si je ne me trompe pas, mais dans les années 70, c'était là qui c'était le plus fort qu'on aurait la société des loisirs. Là, aujourd'hui, la seule façon qu'on pourrait avoir une société des loisirs, exactement, la seule façon d'avoir une société des loisirs, ça serait de vivre comme dans les années 70. Oublier Internet, oublier 36 postes de télé ou plus, oublier Spotify, oublier tout ça. Si vous vivez comme ça, vous allez avoir du temps pour vos loisirs en tabarnouche. Ça ne coûtera pas cher. Mais là, on voit que la réalité, c'est pas ça. Là. Fait que c'est pas vrai que dans 20 ans, il n'y a plus personne qui va travailler. Là. C'est absolument impossible. Euh, parce que, entre autres, l'IA va faire en sorte que nos attentes vont continuer d'augmenter. Dis-moi, Stéphane, tu nous parles beaucoup tu nous as parlé, dans le fond, de comment l'IA transforme à l'intérieur du monde de l'éducation, dans la pratique des étudiants, comment ils l'utilisent, comment les profs peuvent l'utiliser. Mais est-ce que tu penses justement qu'il y a un futur sur l'IA comme quelque chose qui va prendre plus de place dans l'enseignement en général? Donc, tu sais, tu parles que tu fais des cours en ligne, etc. Donc, tu sais, est-ce qu'il y a un futur, selon toi, où l'IA va avoir un rôle plus important peut-être dans ce rôle-là? Oui, ben, on peut le voir de différentes façons. On peut voir, comme je le fais en ce moment, d'utiliser l'IA pour améliorer la qualité des cours, trouver des façons de fournir de la connaissance d'une façon qui est plus adaptée, plus intuitive. Moi, à l'école, j'ai eu de la misère beaucoup parce que je ne fitais pas dans le moule qui était à cette époque-là. Tu sais. Je suis sûr qu'il y a des profs qui m'ont fait passer juste parce qu'ils ne voulaient pas m'avoir dans leur cours encore. Là. J'étais pas bon, je dérangeais les gens, tout ça. Parce que je fitais pas dans ce modèle-là. Mais si l'IA peut faire en sorte que certaines personnes qui ont des façons différentes d'apprendre vont avoir l'opportunité de le faire, on a du talent caché qui va émerger. Là. Ça, c'est positif. C'est vraiment bien. Euh, L'autre aspect aussi, tu vois, d'innovation, j'ai fait une présentation au comité d'innovation en enseignement à l'Université Laval. Fait que c'est tous des technopédagogues puis des enseignants, tout ça, pour expliquer comment j'utilisais l'IA. Puis une idée qui a émergé, je vais probablement m'amuser là-dessus là, dans les prochaines semaines. J'aimerais créer un agent qui pourrait simuler un client réel. C'est-à-dire que je veux pas déléguer ma responsabilité à un robot, là, à un chatbot. Je veux pas faire en sorte que les étudiants me posent plus de questions. Puis je veux pas faire en sorte qu'ils fassent juste se retourner vers un chatbot puis que toute la matière du cours soit là. Mais si je fais une simulation d'une recherche marketing pour l'exemple que j'utilise en ce moment, c'est un travail qui porterait sur Simons, qui est un beau succès entrepreneurial, commerce, tout ça. Je ne peux pas demander aux étudiants de contacter le président de la compagnie. Là. Monsieur Simons, je pense qu'il y a d'autres choses à faire que d'avoir 200 étudiants qui le contactent, mais pourrait peut-être faire un chatbot qui joue le rôle de Monsieur Simons et qui pourrait répondre à leurs questions en fonction des paramètres que moi, je vais lui donner. Que si l'étudiant demande simplement c'est quoi vos objectifs, c'est peut-être un peu trop flou comme question. Puis là, le chatbot dirait ouais, mais donne, peux-tu préciser? Créer quelque chose, une simulation avec un chatbot, je trouve que ça pourrait donner une occasion d'avoir une façon d'apprendre qui est différente. C'est un outil Encore là, qui supplémentaire. va représenter la vraie vie. Fait que ça, c'est quelque chose qui a émergé de votre discussion, de ta discussion. Ben, Là. j'y avais pensé avant la présentation. J'ai demandé la possibilité de faire un projet, d'avoir un peu de budget là, pour pouvoir le faire. Ça va prendre peut-être des licences, des choses comme ça. Puis ça me prend du temps aussi. Là. Je suis passionné, j'aime ça, mais maintenant le bénévolat, il y a des limites aussi. Ouais. Mais ça se peut que je le fasse pareil de toute façon. Peu importe, parce que je suis passionné. Tu sais. Fait que, mais c'est ça, c'est de penser. Puis j'imagine dans l'entreprise, des scénarios comme ça peuvent arriver aussi. Là, on parle beaucoup Copilot qui peut être sécurisé en entreprise, avoir accès aux documents puis tout ça. Un cas exemplaire, c'est justement des entreprises qui ont fait ça. Puis là, quand quelqu'un a demandé c'est quoi le salaire du président, ça a sorti parce que le réseau, à quelque part, le document se retrouvait quelque part, l'information se retrouvait quelque part. Fait que si vous branchez Copilote sur votre réseau interne, il y a peut-être un petit audit avant de faire, tu sais, pour s'assurer que les paramètres sont bien contrôlés, de ne pas l'ouvrir à toutes, mais de sélectionner quel projet, quel dossier doivent être accessibles. Mais il y a du potentiel.
T'sais, mettons, là, je dis un exemple de même, mettons, ça clique, là, supposons là, que tu aurais à faire ça clique aujourd'hui, là. Père qui repartirait pas dans un gros processus de dire: «Ah, il faut faire la collecte des besoins, trouver un fournisseur, nanana». Hey, mais c'est parce que les besoins, ils ont pas changé, là. Tu as des autos, tu as des conducteurs, tu as des permis, ils sont renouvelables. Allô? Le modèle d'affaires est pas bien compliqué. Le volume de données est pas si gros que ça non plus, là. Tu as, tu sais, mettons, arrondi, tu as 10 millions de personnes au Québec, c'est pas tous des conducteurs. Tu as combien de véhicules? Mettons que tu en as 20, 30, 50 millions. C'est rien à cette heure. Fait regarde, tu sais, tu prends une AI puis tu lui dis: «Regarde comment ça marche aujourd'hui, ça a été fait v'là 30 ans en COBOL, en Fortran ou peu importe ou, en C++, whatever». Tu dis: «Regarde, je veux refaire la même affaire, mais corrige les processus». Il me semble qu'il y a quelque chose à faire avec l'AI pour aider SACLIC peut-être ou d'autres entreprises que je nommerai pas. SACLIC est trop facile. À mon métier, je suis à l'Université Laval, puis j'accompagne des startups, puis j'aborde aussi le concept de quand tu startes une business, puis il fut un temps où on disait t'es mobile first. Tu sais, quand on concevait un site web, on se disait, hey, OK, Oui. avant de concevoir un site web en version desktop, en version ordinateur, à un moment donné, il y a un shift chez les designers qui était comme, on va le faire en mobile first, tu sais. Puis là, en ce moment, la tendance, puis que j'embrasse pas mal, c'est de créer une business en étant tout en étant AI first. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'un SAC de ce monde, là, ils partent avec je vais dire des clauses grand-père, des vieilles affaires, des legacy là, systèmes, c'est une autre affaire. Mais la beauté aujourd'hui, c'est que si vous avez le luxe de partir, en anglais, on dit from blank slate, là, from Oui. clean slate, là, tu pars de rien, de feuille blanche. Si vous embrassez ces technologies-là de la bonne manière, vous partez avec des fondations assez solides. Ça, c'est super intéressant. Stéphane, on pourrait faire 8 épisodes avec toi. Là. Je t'en passe un papier. C'est vraiment super intéressant. Moi, comme on ne veut pas étirer, moi, j'ai une question peut-être un peu pas inspirationnelle, mais je veux voir un peu ton look là-dessus. Tu sais, moi puis Joe, on aime bien ça faire en fin d'année une espèce de c'est quoi qui s'en vient en boule de cristal 2026? Qu'est-ce qu'on voit un peu qui s'en vient? Les tendances. Toi, Stéphane Hamel, en 2026, là, le monde tech, data, privacy, teaching, whatever, tu sais, y a-tu des choses que Stéphane Hamel a un peu dans sa mire, se dit, ouais, l'année prochaine, il y a des choses qui vont se passer dans cet angle-là? Ouais. D'un côté, si je prends mon chapeau plus marketing, on voit déjà ça émerger. Dès qu'une entreprise fait des choses avec l'AI, puis que ça devient évident, ça peut leur péter dans la face. Parce que l'humain cherche encore l'humain. Ça, j'espère que ça va rester. Fait que les choses qui sont originales, tu sais, tu rentres dans un magasin puis tu as un bon service à la clientèle, tu dis waouh, hey, ce film, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, tu sais. Fait que, cet aspect-là, les entreprises qui vont se démarquer avec une relation clientèle, un marketing honnête, transparent, tout ça, vont gagner, je pense, en 2026. Puis de l'autre côté, exactement comme tu disais, on a, que ce soit une start-up ou que ce soit une entreprise bien établie, je parlais à quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise québécoise, puis ils ont un gros projet de refonte technologique, tout ça, puis ils s'enlignent pour faire ça comme avant. Non, faites pas ça, là. Encore là, les besoins n'ont pas changé. Les besoins n'ont pas changé. La façon de le faire peut être améliorée. Le processus a peut-être besoin d'amélioration, mais faites plus de la tech et de l'informatique, là, comme dans le temps, là, grande collecte de besoins, grande analyse, puis là, du développement qui finit plus. L'AI est là pour aider pour ça. Le gros point pour 2026, c'est que ceux qui vont réussir avec l'AI, ça va être ceux qui comprennent les concepts. Tu peux pas utiliser l'AI si tu sais même pas quelle question tu dois poser. Pour comprendre, pour savoir quelle question tu dois poser, il faut que tu comprennes les concepts. C'est pour ça que j'enseigne. Fait que c'est ma conclusion finalement. Mon petit pitch devant. Très cool, très cool. Merci pour cette vue-là un peu sur 2026. Je pense que
je relate, je veux le dire en franglais, là, beaucoup avec aussi le côté, on dit souvent business to business, mais moi je dirais H to H, human to Oui, human, c'est très, ben très, oui, très important. c'est ça. Cool. Ben écoute, Stéphane, un gros plaisir. Joe, avais-tu des points avant de closer ça J'en aurais trop. harmonieusement? J'en aurais trop. Fait que, mais je savais, j'étais persuadé qu'on allait connecter ce matin puis que ça allait donner effectivement ce genre d'épisode-là. Tu as été super, comment dire, très, le mot m'échappe, généreux Ah, de tous merci. tes Ça fait plaisir. conseils, ton overview, ta perspective sur ça. C'est super le fun. Puis c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Puis Simon et moi, dans la dernière année, on a pris un vilain plaisir. Au début, on a eu quelques invités, mais on se rend compte que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de plaisir à faire puis qu'on va continuer de faire. Donc, vraiment un gros, gros merci d'avoir accepté mon LinkedIn cold message. On Même si était dans pas les cold, on faits. était déjà Non, c'est ça, connectés. exact. Puis Mais n'empêche. en plus, je dis tout le temps, le service après-vente est inclus, là. Fait que s'il y en a qui ont des questions, ils veulent des follow-up ou quoi que ce soit, Sure. gênez-vous pas. Vous pouvez me trouver facilement sur LinkedIn, entre autres. Mais Absolument. Fait merci beaucoup que encore pour l'invitation. c'était Ça super fait. le fun. Merci beaucoup, Stéphane. Yes. Salut bien. Bonne journée. Salut. Salut. Bye. Bye.